Une grande question a toujours fait débat. Quelles sont les causes concrètes de la Première Guerre mondiale? Eh bien, il y a de nombreuses réponses à cette question. En effet, si on se penche sur le sujet, on se rend compte que la cause immédiate est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Mais quels sont les raisons pour lesquels, avant même l'assassinat de ce dernier, les relations entre les nations étaient déjà propices à la guerre? Dans ces cas-là, on peut parler du jeu des alliances, du nationalisme, de l'impérialisme ou même du militarisme. Mais pour répondre avec plus de détails à la question, nous allons parler de la période de guerre elle-même et de la politique de c'est pas nous et donc de la guerre expliquée par la faute de l'autre. Ensuite, l'émergence d'autres interprétations des causes de la guerre, ces causes étant les idéologies, l'économie et le nationalisme. Puis de la période entre 1910 et 1920 et donc de la volonté d'imposer une mémoire officielle, donc le traité de Versailles et la victoire de Récit. Nous allons donc aborder toute la période avant la guerre et donc la montée de nombreuses idéologies, et ensuite la période qui s'ensuit avec donc cette idée de la mémoire officielle et de garder une trace des événements. Nous allons donc voir dans un premier temps le déclenchement de la guerre et le jeu des alliances. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914 ne peut être compris sans analyser le jeu complexe des alliances européennes qui transforment une crise locale en conflit mondial. Si l'attentat de Sarajevo constitue l'élément déclencheur immédiat, il s'inscrit dans un contexte diplomatique tendu, marqué par des rivalités anciennes, une militarisation croissante et un système d'alliances rigide qui empêche toute désescalade. Ainsi, la guerre éclate non comme un accident isolé, mais comme l'aboutissement d'un enchaînement de décisions politiques et diplomatiques. L'attentat de Sarajevo, un déclencheur, pas une cause unique. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné par Gavrilo Princip, un nationaliste serbe membre d'un réseau proche de la société secrète serbe de la Main Noire. Cet attentat a une forte portée symbolique. Il frappe un empire multinational déjà fragilisé par les revendications nationalistes de ses minorités. L'Autriche-Hongrie considère rapidement la Serbie comme responsable, au moins indirectement, de l'attentat. Après avoir obtenu le soutien total de l'Allemagne, le fameux chèque en blanc, Vienne adresse le 23 juillet 1914 un ultimatum à la Serbie. Bien que Belgrade accepte la majorité des exigences, elle en refuse certaines qui portent atteinte à sa souveraineté. L'Autriche-Hongrie déclare alors la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. À ce stade, le conflit reste encore régional. Cependant, le système d'alliance va rapidement entraîner l'ensemble des grandes puissances européennes dans la guerre. Un système d'alliance rigide et polarisé. Depuis la fin du XIXe siècle, l'Europe est divisée en deux grands blocs d'alliances militaires censés garantir la paix par l'équilibre des forces, mais qui paradoxalement favorisent le désordre général. D'un côté se trouve la Triple Alliance, formée en 1882, regroupant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, qui restera neutre en 1914 et changera de camp en 1915. De l'autre côté, la Triple Entente, plus souple, mais tout aussi engageante, qui réunit la France, le Royaume-Uni et la Russie. Ces alliances reposent sur des accords diplomatiques et militaires qui prévoient une aide mutuelle en cas de conflit, rendant toute crise locale potentiellement explosive. Chaque puissance se sent tenue d'intervenir pour soutenir ses alliés, par crainte de perdre sa crédibilité internationale ou son influence géopolitique. L'engrenage des déclarations de guerre. Après la déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie, la Russie, qui se considère comme la protectrice des peuples slaves, décide de soutenir la Serbie. Elle mobilise son armée le 30 juillet 1914. Cette mobilisation est perçue par l'Allemagne comme une menace directe. En réaction, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août 1914, puis à la France le 3 août 1914, conformément à ses engagements envers l'Autriche-Hongrie et à sa stratégie militaire, le plan Schlieffen. Pour vaincre rapidement la France, l'armée allemande envahit la Belgique, pourtant neutre. Cette violation de la neutralité belge pousse le Royaume-Uni à entrer en guerre le 4 août 1914, en vertu des traités internationaux garantissant l'indépendance de la Belgique. En l'espace de quelques jours, toute l'Europe est plongée dans un conflit généralisé. Le rôle des alliances dans la transformation du conflit en guerre mondiale. Le jeu des alliances ne se limite pas à l'Europe. Les empires coloniaux des grandes puissances entraînent leurs colonies dans la guerre, donnant rapidement au conflit une dimension mondiale. Des soldats venus d'Afrique, d'Asie ou d'Océanie sont mobilisés, tandis que les combats s'étendent à d'autres régions du globe. Le système d'alliance révèle ainsi ses limites. Conçu pour dissuader la guerre, il fonctionne en réalité comme un mécanisme d'engrenage où chaque décision appelle une riposte automatique.
Les dirigeants politiques et militaires, convaincus que la guerre sera courte, sous-estiment sa violence et sa durée, tout en surestimant la capacité des alliances à garantir une victoire rapide. Un débat historique toujours ouvert. Les historiens débattent encore du degré de responsabilité des alliances dans le déclenchement de la guerre. Certains estiment qu'elles ont créé un climat de méfiance et de tension permanente, tandis que d'autres soulignent le rôle des choix politiques individuels, notamment ceux de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Quoi qu'il en soit, le système d'alliance apparaît comme un facteur majeur dans la transformation d'une crise diplomatique en guerre totale. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un aspect essentiel de la Première Guerre mondiale, la guerre des mots et des images. En 1914 à 1918, les États ne se battent pas seulement avec des armes, ils se battent aussi avec des discours officiels, de la censure, de la propagande, dans les journaux, les affiches et les caricatures et même les films. Pourquoi ? Parce que c'est une guerre longue, dure et très meurtrière. Il faut donc tenir la durée et pour ça, on trouve des objectifs très clairs. Donner du sens au sacrifice, faire accepter la souffrance, la mort et maintenir la morale, déshumaniser l'ennemi, le présenter comme dangereux, barbare, parfois même inhumain, pour rendre la haine et la violence plus acceptables. Les discours officiels créent un récit simple et moral. Dès l'entrée de la guerre, les dirigeants français veulent construire un cadre clair, la nation est unie et la guerre est juste. D'abord, il y a l'idée de l'union sacrée. Le 4 août 1914, un message présidentiel est lu au Parlement. L'idée est de mettre de côté les divisions politiques et faire un bloc, faire face à l'ennemi. Si toute la nation est unie, alors le soldat n'est plus seulement un individu. Il devient le défenseur d'un peuple, d'une patrie, d'une cause commune. Ensuite, on présente la guerre comme une guerre du droit. C'est un récit qui simplifie une situation très complexe. Au lieu de parler d'alliance, de crise diplomatique ou de calcul stratégique, on insiste sur une idée morale. Nous défendons le droit, la justice, la civilisation. Et ça aussi, ça nous donne un sens. On ne meurt pas pour rien, on meurt pour une cause juste. Contre l'information, censure et le bourrage de crâne. Mais aussi, pour que ce récit tienne, il faut aussi contrôler ce que les gens savent. En France, dès le début de la guerre, la présence est fortement encadrée. L'état du siège permet de limiter la liberté de publication. L'objectif officiel est double, ne pas aider l'ennemi et d'éviter de démoraliser l'arrière. Concrètement, certaines informations passent mal ou ne passent pas. Pertes énormes, défaites, conditions réelles du combat, et les journaux doivent composer avec ces règles. Dans ce contexte apparaît une expression célèbre, le bourrage de crâne. Cela désigne une propagande jugée trop optimiste, trop simplificatrice, parfois mensongère. On exalte l'héroïsme, on minimise les difficultés, on répète les mêmes stéréotypes sur l'ennemi. Et pour organiser tout ça, l'État met en place des structures. Par exemple, en 1916, on crée la Maison de la presse liée à l'information et à la propagande. La propagande donnait un sens au sacrifice. Maintenant, comme la propagande fabrique ce sens du sacrifice, d'abord, elle valorise le soldat. Courage, devoir, honneur. Elle rappelle sans cesse le soldat protège la famille, le foyer et la patrie. Ensuite, elle mobilise aussi l'arrière. Car le sacrifice n'est pas seulement au front, il est aussi dans le travail, les économies et l'obéissance aux consignes et surtout l'argent. Un exemple très parlant, c'est la propagande pour les emprunts. Des affiches comme « On les aura » parlent de l'emprunt de la défense nationale, 1916. On voit bien l'idée que prêter de l'argent devient un acte patriotique, presque une arme. Un autre exemple, pour la France, versez votre or, l'or combat pour la victoire, 1915. Là, le message est direct, donner son or, c'est faire la guerre. Autrement, enfin, la propagande passe aussi par l'image officielle. La France développe très tôt la communication de la photo et le film, avec des services militaires spécialisés. La propagande, déshumaniser l'ennemi. Deuxième grand objectif, déshumaniser l'ennemi. Le mécanisme est simple.
on crée un monde noir et blanc. Nous, victimes, civilisés, défenseurs du droit, eux, barbares, cruels, menaçants. La propagande insiste souvent sur les atrocités, parfois réelles, parfois exagérées, parfois instrumentalisées. Le but est de provoquer une peur et haine et de souder le camp du bien. Les affiches sont très fortes pour ça. Par exemple, aux États-Unis, l'affiche Destroy this mad brute en Enlist, 1918, montre l'ennemi comme un gorille violent. C'est une désimulation totale. Dans le monde britannique et américain, on retrouve aussi le thème de Hun, comme dans Beat Back the Hun with Liberty Bonds. Et un autre exemple célèbre, Remember Belgium, qui rappelle l'invasion de Belgique pour justifier l'engagement et la mobilisation morale. Les causes de 1914 sont complexes. Crise internationale, alliances, décisions politiques, escalade pendant l'été de 1914. Mais pendant la guerre, chaque État raconte une version simple. Nous sommes attaqués. Nous défendons le droit. L'autre est coupable. Ce récit sert à tenir, mais il crée aussi des mémoires nationales très durées et destructrices. Après 1918, la question devient explosive. Qui est responsable? Dans le traité de Versailles, l'article 231 sert de base juridique aux réparations. Il affirme la responsabilité de l'Allemagne et de ses alliés pour les pertes et les dommages causés. Même si c'est un texte juridique, il est très vite compris comme une culpabilité totale, ce qui nourrit le ressentement. En Allemagne, un récit politique se développe, la légende du coup de poignard dans l'arrière. L'idée que l'armée n'aurait pas vraiment été vaincue, elle aurait été trahie par l'arrière, par les civils et responsables politiques. Ce mythe a un impact énorme sur la République de Weimar et sur la suite. Enfin, ce débat continue chez les historiens. Responsabilité surtout allemande, responsabilité partagée, rôle du système international. La controverse Fischer au XXe siècle montre bien que ces questions ne sont pas neutres. Elles touchent la mémoire, la politique et l'identité nationale. Donc pendant la Première Guerre mondiale, les discours officiels et la propagande servent à faire tenir la société, donner un sens au sacrifice et construire un ennemi monstrueux. Et ces récits influencent durablement la façon dont on explique encore aujourd'hui les causes de 1914 et les responsabilités. Après, et même pendant la Première Guerre mondiale, certains intellectuels et théoriciens cherchent à dépasser les explications officielles qui accusent uniquement tel ou tel État. Parmi ces nouvelles interprétations, la lecture marxiste occupe une place importante. Elle propose une analyse radicalement différente des causes du conflit, en mettant au centre l'économie, le capitalisme et l'impérialisme plutôt que les seules décisions politiques ou diplomatiques. Cette lecture s'inspire des travaux de Karl Marx, philosophe et économiste du XIXe siècle. Même si celui-ci est mort en 1883, bien avant la guerre, selon Marx, le capitalisme repose sur la concurrence permanente entre les classes dominantes et les États. Concurrence qui finit inévitablement par produire des crises et des conflits. Appliquée à la Première Guerre mondiale, cette idée conduit à considérer la guerre non pas comme un accident ou une erreur diplomatique, mais comme le produit logique du système capitaliste industriel européen. À la fin du XIXe siècle, l'Europe connaît une forte industrialisation. Les grandes puissances, comme le Royaume-Uni, la France ou l'Allemagne, ont besoin de matières premières, de nouveaux marchés et de lieux où investir leurs capitaux. Cette situation entraîne une concurrence économique de plus en plus violente entre les États. L'exemple de l'Allemagne est particulièrement révélateur. Unifiée en 1871, elle connaît une croissance industrielle rapide et cherche à rivaliser avec les puissances déjà établies. Pour les marxistes, cette rivalité économique crée un climat de tension permanente qui rend la guerre presque inévitable. Cette concurrence s'exprime également à travers l'impérialisme, c'est-à-dire la domination économique, politique et militaire exercée sur des territoires colonisés. Entre 1880 et 1914, les puissances européennes se livrent à une véritable course aux colonies, notamment en Afrique et en Asie. Les crises marocaines de 1905 et 1911 illustrent bien ces tensions impérialistes entre la France et l'Allemagne. Dans la lecture marxiste, ces rivalités coloniales ne sont pas secondaires, elles sont au contraire au cœur des causes de la guerre, car elles traduisent la volonté des puissances capitalistes de s'imposer sur les marchés mondiaux. Les marxistes insistent également
sur la dimension sociale du conflit. Selon eux, la guerre profite avant tout aux classes dominantes, notamment aux industriels de l'armement et aux élites économiques, tandis que les soldats, issus majoritairement des classes populaires, en payent le prix. Le socialiste français Jean Jaurès résume cette idée par une formule célèbre prononcée en 1914. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. La guerre apparaît ainsi comme un moyen de détourner les tensions sociales internes et de maintenir l'ordre capitaliste. Cette analyse est approfondie pendant la guerre par Lénine dans son ouvrage L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Publié en 1916, il y affirme que l'impérialisme est une phase inévitable du capitalisme et que la Première Guerre mondiale est une guerre impérialiste menée pour le partage du monde entre grandes puissances. Selon lui, aucun camp n'est moralement supérieur à l'autre, tous défendent des intérêts économiques. Ainsi, la lecture marxiste rompt avec les récits nationaux et patriotiques. Elle propose une vision plus globale et critique de la guerre, en montrant que celle-ci résulte de causes structurelles profondes liées au fonctionnement même du capitalisme et de l'impérialisme européen. Le nationalisme fait partie des causes de la Première Guerre mondiale. Mais alors, dans quelle mesure peut-on considérer la guerre comme une expansion violente des nationalistes ? On peut tout d'abord, pour clarifier les choses, donner une définition de nationalisme qui est, selon le Robert, une doctrine, un mouvement politique qui revendique pour une nationalité le droit de former une nation, ou encore exaltation du sentiment national, attachement passionné à la nation, doctrine fondée sur ce sentiment. Pour essayer de comprendre pourquoi le nationalisme est vu de cette manière, il faut d'abord comprendre la montée du nationalisme avant la Première Guerre mondiale. Si on commence par le début, on remarque que tout au long du XIXe siècle, il y a une forte augmentation des discours nationalistes dans le monde. Cela va alors provoquer de nombreuses tensions entre les nations, ce qui encourage d'autant plus les dirigeants à essayer de réunir la population autour de cette idée de nation. On observe à ce moment-là le début d'un jeu d'alliance dans le cadre de l'accroissement des rivalités. Cela va donc créer des conditions propices à la guerre, et donc encourager les gens à associer ces deux éléments. Mais il faut savoir qu'au premier abord, les gens n'avaient pas particulièrement peur de la guerre, car ils étaient éduqués dès le plus jeune âge dans un sentiment nationaliste très fort qui allait renforcer cette idée de narcissisme collectif sur lequel on reviendra plus tard. Si on se base sur un exemple, il y a d'autres raisons pour lesquelles la guerre est vue comme une expansion du nationalisme, comme l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand le 28 juin 1914. Cet événement restera gravé dans les mémoires, mais à ce moment-là, les conséquences sont dramatiques. Cet événement va mettre le feu aux poudres et donner cette envie d'engendrer le début officiel de la guerre. De plus, l'archiduc étant assassiné par un nationaliste serbe, cela accentue l'image violente des nationalistes qui ne font qu'augmenter à travers le monde. Si on se penche sur le système nationaliste lui-même, on se rend compte que le nationalisme, certes, il va venir créer une unité dans la nation, mais il exclut tous ceux qui pourraient aller à l'encontre de cette unité, et donc la briser, ou en tout cas y créer des défaillances. On peut donc parler des opposants politiques, les minorités subversives, ou encore les étrangers, qui seraient donc extérieurs à ce système et qui ne le comprendraient pas aussi bien que la nation, que le peuple lui-même. Il va donc y avoir des complications dans le projet national parce qu'il n'arrivera jamais à se développer sans exclusion, sans oppression ni violence. On peut même parler de Benjamin Constant qui est né le 25 octobre 1767 et qui décède le 8 décembre 1830, activiste, homme politique et romancier qui dénonçait déjà entre le XVIIIe et le XIXe siècle les dérives de la souveraineté nationale, doutes qui viendront se confirmer lors de la montée des nationalistes qu'on a déjà abordés et qui vont donc encore ramener une vague de violence, d'exclusion, comme on a pu le dire, de différenciation finalement. C'est donc un sujet qui est très complexe depuis le début. Et donc, comme on peut le comprendre, avec le temps, les dérives s'accentuent à cause donc de ce narcissisme collectif que j'ai légèrement évoqué plus tôt, à cause donc de ce nationalisme. Chacun considère sa nation comme étant supérieure aux autres. Cela peut être considéré comme similaire à la guerre où chacun veut obtenir la victoire, avoir l'alliance la plus avantageuse, ou encore les techniques les plus efficaces pour arriver à ses fins.
Avec tous ces éléments, on comprend alors que la guerre, vue comme expansion du nationalisme, c'est plutôt réaliste, étant donné certaines similitudes et le lien qui les unit dans l'esprit collectif, notamment l'idée de violence, d'exclusion, ou encore cette volonté forte d'unité qui est toujours très présente en temps de guerre et qui va même primer sur le reste. Et donc, on peut se baser sur un exemple, on peut analyser la première page du Petit Journal du 11 juillet 1915. Cette illustration, elle est intitulée L'amour du drapeau et a comme sous-titre une sorte de citation « Mes blessures me font moins mal que mon désespoir de le quitter ». Le drapeau, donc. Elle représente parfaitement cette idée de la guerre vue comme une expansion plus violente du nationalisme. On y voit des soldats, dont un blessé. L'un de ces soldats le soutient et a l'air de tenir en même temps un drapeau. Donc ici, rappel à la nation et au lien très fort qui les unit. Et donc on peut imaginer que cette citation serait les paroles du soldat blessé, notamment il est blessé à la tête, donc sûrement une blessure qui pourrait lui être fatale, d'où mes blessures me font moins mal que mon désespoir de le quitter. Et cette citation et cette imagination que ce serait lui qui la dirait, elle nous permet d'obtenir des renseignements intéressants. Certes, il souffre de ses blessures, mais le plus douloureux serait donc si on prend le sens littéral, de quitter son drapeau. Ici, il parle évidemment de son pays, de sa nation, mais c'est ça l'idée. C'est l'idée du lien très fort qu'ils vont partager avec la nation par rapport au nationalisme, sentiment d'unité. Et donc c'est intéressant dans le cadre de notre sujet, dans l'idée où la guerre, elle est bel et bien une expansion plus violente du nationalisme. Ici, on a la représentation de la passion patriotique avec en ajout la violence. Donc même en temps de guerre, la nation passe en premier. Il ne faut bien sûr pas oublier la présence d'une violence déjà bien implantée dans le système nationaliste. Partie 3, sous-parties A et B. Ensuite, de 1919 jusqu'à 1920, il s'agit plutôt d'imposer une mémoire officielle, à travers le traité de Versailles notamment, et la victoire d'un récit. La fin de la guerre ne met pas fin au débat. Nous allons voir maintenant les traités de paix et leurs négociations. Les traités de la fin de la Première Guerre mondiale sont entre l'été 1919 et l'été 1920. Ce sont 5 traités qui sont successivement signés avec les vaincus de la guerre. Tout d'abord, nous avons le traité de Versailles avec l'Allemagne, le 28 juin 1919. Ensuite, le traité de Saint-Germain-en-Laye avec l'Autriche, le 10 septembre 1919. Ces conditions sont décidées par les Alliés, où l'Autriche ne participe pas aux négociations, et elle accepte le fait qu'elles doivent payer des réparations. La responsabilité y est collective des vaincus, donc pas seulement allemande. Le troisième traité est celui de Neuilly, avec la Bulgarie, le 27 novembre 1919. La volonté des vainqueurs semble être d'affaiblir, de punir politiquement l'État vaincu. La Bulgarie ne participe pas aux négociations non plus. Enfin, le traité de Trianon avec la Hongrie, le 4 juin 1920. Comme pour le traité de Saint-Germain, la Hongrie est tenue responsable, au titre de son alliance avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, des conséquences du conflit. Le traité de Sèvres avec la Turquie, le 10 août 1920, lui marque une responsabilité qui n'est pas exprimée de façon claire. Dans ce traité, il s'agit surtout d'une sorte d'application extrême du principe de victoire alliée. Le vaincu ottoman voit son territoire amputé, démantelé, en fonction des intérêts des puissances victorieuses, plutôt qu'une reconnaissance interne claire de sa responsabilité dans le conflit. Ces traités reflètent les conceptions divergentes des Alliés sur comment organiser l'après-guerre, les nationalités, la sécurité collective, la réparation, et sur les causes à retenir du conflit. En fait, tous ces traités résultent d'une logique où les puissances victorieuses affirment une vision politique dominante. La guerre est vue comme l'effet d'alliances agressives et des impérialismes concurrents, ce que les vainqueurs voient dans les empires centraux. Il faut non seulement sanctionner ces vaincus, mais aussi réorganiser les territoires pour prévenir une guerre future. Et aussi le débat oppose cette logique de sanction à celle des nationalités et de l'autodétermination, souvent défendue ou au moins en principe par les États-Unis de Wilson. Donc ce débat, au moment des négociations des traités de paix, a une dimension profondément politique.
Pour les États-Unis, trop de sanctions ou euh, de révision forcée peuvent susciter du ressentiment et être dangereux. Pour la France et le Royaume-Uni, garantir la sécurité passe par un affaiblissement marqué des vaincus. Les négociations se faisant entre les vainqueurs, ceux-ci arrivent à une paix de compromis. Ce compromis se retrouve dans la manière dont chaque traité est façonné et dans les tensions de ces négociations, avec l'exclusion des vaincus, les conditions imposées. Ainsi, on peut dire que les 5 traités de paix qui ne permettent pas aux pays vaincus de négocier sur les modalités de la paix avec les vainqueurs entravent ces pays, vont démanteler des empires et certains pays vont devoir payer de importantes réparations. Mais que nous disent ces traités de paix? Nous allons voir maintenant la distinction essentielle entre l'histoire et la mémoire et comment la culpabilité allemande est affichée par le traité de Versailles dans l'article 231. Donc, tout d'abord, on peut faire 2 distinctions conceptuelles essentielles. Tout d'abord, l'histoire et la mémoire. Donc, l'histoire, c'est une science sociale et humaine qui répond à une méthode scientifique et qui a une volonté d'objectivité. Elle est exercée par des chercheurs universitaires, des historiens. Et la mémoire, elle, c'est une représentation individuelle ou collective du passé qui est subjective et plurielle et qui peut être exprimée par l'État notamment. Donc en ce sens, l'histoire est une analyse complexe avec des causes multiples et la mémoire est ici un récit officiel qui impose une culpabilité et une responsabilité. Ainsi, distinguons également la différence entre les causes de la guerre et la responsabilité de la guerre. Tout d'abord, les causes de la guerre, c'est l'ensemble des phénomènes qui ont pu être à l'origine des tensions menant à la guerre. Ainsi, pour la Première Guerre mondiale, de nombreuses causes peuvent être invoquées, comme le contexte international, la montée des nationalismes, la constitution des alliances ou l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Et pour le distinguer de la responsabilité de la guerre, c'est le fait pour un pays de porter seul la charge d'avoir été à l'origine de la guerre. Cela implique en droit des répartitions pour les pays qui en ont été victimes. Ainsi, le traité de Versailles fait peser sur l'Allemagne la responsabilité du déclenchement de la guerre, ce qui l'oblige à payer de lourdes réparations aux belligérants. On peut aussi dire que la responsabilité, une personne qui est responsable, c'est une personne qui est perçue Ainsi, une personne est perçue responsable pour chaque événement dont elle est la cause et qu'elle peut avoir prévu. Nous allons maintenant voir le traité de Versailles. Donc, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les modalités du traité de Versailles vis-à-vis de la question allemande. Tout d'abord, la signature du traité de Versailles a été obtenue au terme de 6 mois de discussions tenues par 52 commissions techniques. Elle a lieu dans la galerie des glaces du château de Versailles. L'Allemagne n'a pas été invitée aux négociations du traité de Versailles. Les clauses du texte final sont particulièrement sévères avec l'Allemagne vaincue. Ainsi, l'ensemble des partis politiques allemands rejettent le traité en mai 1919. Mais la délégation allemande doit le signer sous la menace d'une reprise de la guerre. La question de responsabilité de guerre est mise en avant dans ce traité. Donc, les mots controversés de l'article 231 introduisent la 8e section du traité de Versailles, intitulée « Réparation », et instaure le principe d'une culpabilité de guerre. L'article 231 du traité de Versailles affirme que les gouvernements alliés et associés déclarent que l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés. Les clauses de cet article, aujourd'hui considérées comme humiliantes, sont dès lors imposées à l'Allemagne. Le montant des réparations dues pour elle est fixé à 132 milliards de marks or. L'Allemagne est amputée de 13% de son territoire et de 10% de sa population. Elle perd notamment l'Alsace-Moselle, une partie
du Schleswig, la Posnanie et le corridor de Danzig, tandis qu'une partie de la Haute-Silésie est partagée avec la Pologne et que la Sarre est placée sous mandat de la Société des Nations jusqu'en 1935. De plus, le pays perd en outre toutes ses colonies, qui deviennent, elles aussi, des mandats de la SDN. Toute union avec les Autrichiens est interdite, la rive gauche du Rhin est démilitarisée, et l'Allemagne ne peut de surcroît ni construire ni maintenir de fortifications. Le Kaiser, enfin, est jugé pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités. Revenons un peu en arrière. Avant de rédiger cette clause, les négociateurs avaient engagé une commission d'Allemands indépendants composée de 4 historiens et reconnu sa légitimité et son impartialité. Rappelons-nous que le gouvernement allemand ne pouvait pas participer aux négociations. Cette commission d'historiens adresse à Georges Clemenceau, président du Conseil en France, son rapport argumentant en faveur de l'innocence allemande. Ce rapport stipule que les sous-signés, vainqueurs et négociateurs, sont d'avis que la question de la responsabilité de la guerre ne peut pas être décidée par un côté, qui est à la fois juge et partie, mais que seule la commission d'enquête, reconnue des deux côtés comme impartiale, qui aurait toutes les archives à sa disposition, pourrait se permettre d'essayer de porter un jugement sur la part respective de responsabilité qui incombe à chaque gouvernement. Ainsi, la commission d'enquête indique au sujet de l'Allemagne que, bien que le risque de cette guerre ait été envisagé par l'Allemagne, la guerre mondiale n'a pas été voulue par l'Allemagne, et ajoute de surcroît que, pendant plus de 40 ans, le gouvernement allemand a été champion de la paix. Jules Isaac, historien français, plaide en ce sens pour des responsabilités partagées. On peut le voir dans son œuvre « Un débat historique, le problème des origines de la guerre », publié en 1933, qui nous parle du travail de la commission d'Allemands indépendants pendant les négociations de Versailles. Jules Isaac affirme que les thèses de responsabilité unilatérale paraissent insoutenables, débordées qu'elles sont par la réalité historique. D'après lui, il y a dans le partage des responsabilités la nécessité d'accepter le risque inévitable de ne contenter ni les uns ni les autres. Mais dans ce travail purement historique de la recherche des causes, d'établir des responsabilités partagées, comment trancher politiquement? Enfin, le choix politique de faire porter la responsabilité de la guerre à l'Allemagne et de la sanctionner lourdement s'oppose donc à l'analyse historique qui a été faite par le groupe d'enquête d'Allemands indépendants. Les nombreuses sanctions lourdes choisies par les politiques vainqueurs qu'on a vues dans les clauses ont pour but de satisfaire leurs intérêts et de faire payer l'Allemagne et vont ainsi contre également la nécessité qu'exprime Jules Isaac d'accepter le risque inévitable de ne contenter ni un parti ni l'autre, ni soi-même ni l'autre. En ce sens, une mémoire subjective est ainsi imposée et recouvre l'amas d'une multitude de causes de la guerre du drap opaque de la responsabilité. La mémoire imposée met ici de côté l'étude complexe et historique des causes de la Première Guerre mondiale. Peut-on parler d'injustice? L'Allemagne dit que oui, que le traité lui a été imposé et crie au diktat. On peut le voir dans cette satire de Thomas Theodor Heine, issue de Simplicissimus, et publiée le 3 juin 1919. On y voit l'Allemagne en victime, torse nu, face à ses bourreaux, qui sont le président des États-Unis Wilson, le président du Conseil français Clemenceau et le Premier ministre britannique Lloyd George, les vainqueurs et négociateurs de la Première Guerre mondiale et du traité. Je vais à présent vous présenter les mémoires de la guerre imposée, avec la suite en Europe dans les années 30, les instabilités européennes, les tensions et le ressentiment allemand. La Première Guerre mondiale laisse une Europe meurtrie, avec près de 20 millions de morts, des économies ruinées et des régimes fragilisés. Le traité de Versailles, 1919, devient un élément central de la mémoire collective d'après-guerre. Cependant, cette mémoire n'est pas commune. Tandis que les vainqueurs célèbrent la victoire et érigent des monuments à leur mort, les vaincus, en particulier l'Allemagne, perçoivent la paix comme une humiliation nationale. Dans les années 1930,
Cette mémoire divisée contribue aux instabilités européennes et alimente la montée des tensions internationales qui mèneront à terme à un nouveau conflit mondial. L'Europe, blessée et instable dans les années 1920-1930. Les conséquences économiques et sociales de la Grande Guerre. La guerre a dévasté les infrastructures, effondré les monnaies et bouleversé l'économie européenne. Les réparations exigées à l'Allemagne par le traité de Versailles, 132 milliards de marks or, entraînent une crise économique sans précédent. L'hyperinflation allemande de 1923 ruine la classe moyenne et laisse dans la population le sentiment d'une punition injuste. Dans les pays vainqueurs, la situation n'est pas meilleure. Le Royaume-Uni, la France et l'Italie doivent faire face à des pertes humaines considérables et à une reconstruction coûteuse. Le chômage, l'inflation et les tensions sociales minent les démocraties européennes. Les crises politiques et le déclin des régimes parlementaires. Le traumatisme de la guerre engendre une désillusion profonde vis-à-vis du libéralisme parlementaire. Partout, les institutions démocratiques semblent incapables de répondre aux défis. En Europe centrale et orientale, les nouveaux États issus des traités de paix, en Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Hongrie, affrontent des crises internes liées aux minorités, à l'instabilité économique et à des frontières contestées. En Italie, ce contexte permet l'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini en 1922. Le fascisme se présente alors comme une alternative autoritaire et revancharde au désordre parlementaire. L'échec du système de sécurité collective. La création de la Société des Nations, SDN, en 1919, devait garantir la paix par le dialogue et la coopération entre États, mais son efficacité reste limitée. En effet, les États-Unis refusent d'y adhérer, les grandes puissances n'appliquent pas les sanctions de manière cohérente, les tensions entre vainqueurs, notamment entre la France et le Royaume-Uni, fragilisent la cohésion. Ainsi, le système instauré par Versailles ne parvient pas à stabiliser l'Europe. Les frustrations s'accumulent, préparant un terrain fertile à la contestation. Le ressentiment allemand, une mémoire nationale blessée. Le diktat de Versailles, symbole d'humiliation. Pour l'Allemagne, la guerre n'a pas été perçue comme une défaite totale sur le plan militaire, mais comme une reddition imposée par les civils. La mention explicite de la culpabilité allemande, article 231, renforce ce sentiment d'injustice. En effet, les pertes territoriales, Alsace-Lorraine, Poznanie, corridor de Danzig, la démilitarisation et les réparations alimentent une profonde rancune collective. La fragilité de la République de Weimar. Fondée en 1919, à un moment de crise, la République de Weimar tente de concilier démocratie, réforme sociale et exigence du traité. Mais la division politique entre extrême gauche et extrême droite, la crise économique mondiale de 1929 et le chômage massif affaiblissent le régime. Le ressentiment envers Versailles devient un argument politique central pour les partis nationalistes. Le nazisme, notamment, construit sa légitimité sur la promesse de venger l'humiliation de 1919 et de restaurer la grandeur allemande. L'instrumentalisation du souvenir de la guerre par Hitler. Adolf Hitler exploite magistralement la mémoire allemande blessée. Dans Mein Kampf, il dénonce Versailles comme une œuvre de destruction des peuples germaniques. La propagande nazie transforme la mémoire de la guerre en outil politique, exaltant les héros du front et accusant les juifs, les marxistes et les puissances étrangères d'avoir trahi la nation. Cette manipulation du passé permet à Hitler de légitimer la remilitarisation et la politique expansionniste de l'Allemagne dès 1935. La montée des tensions et l'éclatement de l'ordre européen dans les années 1930. Les remises en cause du traité de Versailles. Dès son arrivée au pouvoir en 1933, Hitler s'empresse de défaire les clauses du traité avec le réarmement clandestin, puis déclaré le rétablissement du service militaire obligatoire, la remilitarisation de la Rhénanie en 1936 et les alliances révisionnistes avec l'Italie fasciste et le Japon impérial. Ces actes violent ouvertement les accords internationaux, mais les démocraties occidentales choisissent une politique d'apaisement, espérant préserver la paix. L'Europe divisée face au totalitarisme. Face à la montée du fascisme et du nazisme, les démocraties hésitent. La France, marquée par le pacifisme, reste divisée politiquement. Le Royaume-Uni privilégie la négociation. L'URSS, quant à elle, s'impose comme une autre puissance idéologique menaçante, ce qui polarise encore davantage le continent. L'Europe des années 1930 se fragmente entre régimes démocratiques affaiblis, dictatures agressives et puissances révisionnistes. Vers la guerre, la revanche allemande.
La politique expansionniste de l'Allemagne dans la seconde moitié des années 1930 est la conséquence directe de ce ressentiment national. L'Anschluss, annexion de l'Autriche en 1938, la crise des Sudètes puis l'invasion de la Pologne en 1939 ne sont pas seulement des gestes stratégiques. Ils sont présentés comme la restauration d'une dignité perdue. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale apparaît comme l'aboutissement tragique de la mémoire allemande de la guerre imposée, mal intégrée par l'Europe et exploitée politiquement par le nazisme. Pour conclure, l'étude des causes de la Première Guerre mondiale montre à quel point il est difficile de donner une explication unique à un événement historique aussi complexe. Pendant la guerre, chaque pays construit un récit immédiat fondé sur la désignation d'un responsable extérieur. Cette politique du « ce n'est pas nous » repose largement sur la propagande et sur des discours patriotiques destinés à justifier l'effort de guerre et le sacrifice des populations. À ce stade, la mémoire est avant tout nationale, émotionnelle et subjective. Cependant, pendant et surtout après la guerre, d'autres lectures plus critiques émergent. Des historiens et des intellectuels cherchent à dépasser ces récits simplificateurs. La lecture marxiste, par exemple, met en lumière le rôle central du capitalisme, de l'impérialisme et des rivalités économiques. Elle montre que la guerre ne peut pas être réduite à une erreur diplomatique ou à la responsabilité d'un seul État, mais qu'elle résulte de causes structurelles profondes, inscrites dans le fonctionnement même des sociétés industrielles européennes. De même, l'importance croissante des nationalismes contribue à radicaliser les tensions et à rendre le conflit plus probable. Pourtant, en 1919, les traités de paix et notamment le traité de Versailles tranchent politiquement ce débat historique, en désignant officiellement l'Allemagne comme seule responsable du conflit. À travers l'article 231, les vainqueurs imposent une mémoire officielle de la guerre. Cette mémoire simplificatrice et culpabilisante entre en contradiction avec les analyses historiques plus nuancées. Elle alimente en Allemagne un profond sentiment d'injustice et de ressentiment, qui va fragiliser durablement l'équilibre européen et préparer en partie les tensions dans les années 1930. Cette opposition entre histoire et mémoire est donc essentielle, là où histoire cherche à comprendre, à complexifier et à multiplier les causes. La mémoire tend à simplifier et à servir des objectifs politiques. Ce décalage entre histoire et mémoire ne concerne pas uniquement la Première Guerre mondiale. On le retrouve dans de nombreux conflits contemporains, comme les guerres de décolonisation ou certains conflits actuels, où les États cherchent encore à imposer leur propre récit du passé. Cela pose une question fondamentale. Dans quelle mesure l'histoire peut-elle réellement s'affranchir des usages politiques de la mémoire ?